Bonjour à tous. Donc on va vous présenter cette opération à 3 voies. Effectivement, maîtrise d'ouvrage, maîtrise aménageur et maîtrise d'œuvre. Et ensuite avec 3 grands volets, les acteurs du projet, la ZAC et le contexte de l'opération, et ensuite l'opération en tant que telle qui sera présentée par le maître d'œuvre. Donc 2 mots sur Paris Seine. Paris Seine, c'est une double structure, à la fois une ESPL qui a été créée en 2018 pour répondre à des mandats que la ville de Paris souhaitait nous confier. Et puis c'est surtout une SEM créée en 2007 par la fusion de 2 autres SEM historiques de la ville de Paris. Et ces 2 structures sont effectivement des filiales de la ville de Paris. Et c'est donc la SEM qui, en 2007, a été missionnée par la ville pour réaliser cette concession d'aménagement. Et donc Paris Seine est aujourd'hui compte une cinquantaine de collaborateurs pour effectivement développer les projets de la SPL et de la SEM avec des engagements forts en matière de développement durable qui seront notamment incarnés à travers cette opération. Élogician. Bonjour, je suis adjoint directeur de maîtrise. Pardon. Oui. Bonjour, Jérémy Nguyen, donc je suis adjoint directeur maîtrise d'ouvrage de Élogician. Élogician, en 2-3 mots, c'est pas forcément le sujet là. C'est le 3e bailleur social de la ville de Paris. On est une société d'économie mixte. On a 28 000 logements, 500 collaborateurs. On travaille quasi exclusivement sur Paris. La maîtrise d'ouvrage gérant toute la production nouvelle, l'offre nouvelle, que ce soit du neuf ou de l'acquisition-amélioration. C'est une activité qui représente à peu près 300 logements financés par an et des livraisons selon les années entre 400 et 800 logements par an. Ça, vous pouvez passer, c'est purement... Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Raymond, je suis architecte, je suis diplômé de cette école, même si c'était dans les anciens locaux rue Rébéval en 2005, mais voilà, je suis de Belleville. Et donc j'ai une petite agence à Paris d'une dizaine de collaborateurs. Et on travaille essentiellement sur du logement social, mais aussi du logement privé en accession. On est très content d'avoir pu être retenu sur cette opération à l'époque, en 2015 ou 2016. Parce que c'est évidemment les bailleurs qui donnent leur chance aux jeunes architectes qui démarrent. Et donc là, on voit quelques projets qu'on a réalisés ou qui sont en cours de développement où on s'attache à chaque fois à essayer à la fois de trouver des idées sur la manière d'habiter, mais aussi sur la manière de construire. Et donc sur chaque intervention, on essaie d'explorer un matériau nouveau ou différent pour nous, en tout cas. Voilà, donc je vais repasser la parole à l'aménageur pour qu'il vous présente vraiment la ZAC dans son ensemble, pour que vous soyez bien, vous compreniez bien le contexte, et après je développerai sur le projet. Voilà, donc cette ZAC est située à mi-chemin entre l'Arc de Triomphe et le parc Monceau, donc en plein cœur du 8e arrondissement. Et elle est principalement au cœur d'un grand îlot qui est notamment bordé par le faubourg Saint-Honoré. Donc une ambiance quand même très haussmannienne environne cette ZAC. Ouais. Donc cette ZAC, elle a été initiée sur finalement ce qu'on a appelé ce qui s'appelle le central téléphonique. Donc c'est un énorme bâtiment, en sous-sol sur 4 niveaux de superstructure sur environ 1,2 hectares. Ouais. Et donc quasiment toute la ZAC est réalisée sur ce central téléphonique
ce qui crée une contrainte quand même extrêmement importante qui sera développée dans la présentation du projet. Donc on est sur une petite ZAC, mais au cœur du 8e arrondissement, avec finalement dans le programme forcément une structure vière pour pouvoir desservir l'ensemble des lots, de nombreux équipements publics, ça c'était une forte volonté de la ville, des logements sociaux et un certain nombre d'autres services. Tout cela, bordant principalement un square qui représente quasiment la moitié de la ZAC. Donc 7 lots de construction qui ont été réalisés progressivement parce que les emprises nécessaires pour réaliser ces opérations étaient quand même extrêmement contraintes. Et puis donc le lot 7 qui est l'objet de la présentation de ce jour, qui compte un programme varié avec un commissariat, des logements sociaux et un hôtel. Et donc, comme tout aménageur dans ce type d'opération, on a fixé le cadre à travers un cahier des charges, et notamment un cahier des prescriptions architecturales et paysagères. Et chaque lot a fait l'objet ensuite, par le maître d'ouvrage concerné, de manière assez classique, d'un concours de maîtrise d'œuvre. Donc l'opération est, comme vous le voyez sur la diapositive, située à la fois en cœur d'îlot, mais aussi connectée au Faubourg Saint-Honoré. Et là, c'était un enjeu important de cette opération, c'était à la fois d'arriver à dialoguer avec l'hôtel Beaujon, qui est un hôtel historique qui est situé en face, et dialoguer aussi avec l'ambiance du Faubourg Saint-Honoré, très haussmannienne. Donc là, vous voyez un peu les volumes qui ont été dégagés pour réaliser ce central téléphonique, qui est la contrainte majeure sur le site, mais qui n'est pas la seule, parce que sur l'emprise du lot numéro 7, notamment, on avait un transformateur Enedis et différentes issues de secours liées à l'hôtel qui est situé au dos de l'opération. Sur les prescriptions architecturales de l'aménageur, je vais les résumer en 5 points. Le premier point, c'était l'idée d'avoir, même si on était en secteur haussmannien, d'éviter absolument le pastiche et de rechercher une architecture à l'écriture retenue qui s'intègre bien dans l'environnement. Deuxièmement, c'était de rechercher donc cette fameuse continuité du bâti avec les différents équipements ou logements environnants. Troisième grand principe, c'était d'utiliser des produits, des matériaux à la fois respectueux de l'environnement et les plus éthiquement défendables. Et vous verrez que ça s'illustre très bien avec cette opération. Quatrième principe, c'était avoir un seul matériau de référence pour l'ensemble de la façade. Et enfin, des matériaux qui étaient en mesure d'offrir une bonne pérennité. Oups, pardon. Alors, rapidement, une fois posées les contraintes, si on regarde juste avant, je vais... Oups, ah maintenant, ça marche plus. Le petit plan de synthèse en haut à droite, il est hyper intéressant parce que nous, on part de là, on part de données aménageurs qui sont résumées dans une fiche de lot de ce site-là qui est extrêmement contraignant. On lance un concours auquel, en tant que bailleur, on rajoute classiquement nos cahiers de prescription ou de recommandations architecturales qu'on donne à tous les concepteurs et qui insistent assez lourdement. C'est un petit peu une spécificité chez nous sur l'utilisation de menuiserie bois, de parquet, de protection extérieure pour le confort d'été, d'avoir des projets assez qualitatifs, y compris à l'intérieur des logements. En tant que bailleur social parisien, on intervient aussi avec des objectifs que sont le plan climat de la ville de Paris. À l'époque, on était RT 2012, on avait fixé un label, l'obtention du label Finergie+, comme une exigence du projet et les 50 kWh de CEP qu'on avait avec le plan climat. Je passe sur Cercal, c'est pas très intéressant.
Pour mémoire, on a remis en fait sur les 4 équipes qui étaient admises à participer au concours, les 4 propositions qu'on avait eues à l'époque, qui étaient assez intéressantes. On voit en haut à gauche la proposition d'Avenir Cornero avec une façade en béton architectonique. À droite, la proposition de l'agence NRAU avec la façade en pierre et 2 autres propositions, Suzelbrot avec une façade métallique et quelque chose d'un peu plus chaotique ou fragmenté de l'agence Babin Renault. Clairement, ce qui a fait le choix au niveau du jury du concours, dans mon souvenir, c'était clairement les qualités d'intégration urbaine du projet d'NRAU, la réponse au programme qui était extrêmement contraint, extrêmement dense en rez-de-chaussée et tous les principes de fonctionnement de l'immeuble étaient extrêmement bien posés. Et c'est pour ça que le jury s'est porté sur ce projet-là. En termes de calendrier, un petit élément intéressant, on a fait l'opération en 4 ans et demi à partir du lancement du concours de la maîtrise d'œuvre, du concours d'architecture en octobre 2015. On a déposé au passage, on a eu 197 plis, groupements qui ont candidaté à ce concours. On a notifié le marché de maîtrise d'œuvre en août 2016, donc 8 mois après. On a déposé un PC assez rapidement en décembre 2016, on a eu le PC en juillet 2017 et on a lancé nos travaux en décembre 2017 pour une livraison échelonnée entre la coque brute de l'hôtel, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, en juin 2019 et la livraison de l'immeuble commissariat et logement en mars 2021, soit 4 ans et demi. On était plutôt satisfait du délai, même si le chantier a été assez compliqué, l'architecte s'en souvient. Mais une opération parisienne de ce type-là, avec les contraintes techniques qu'il y avait en 4 ans et demi, tout compris, voilà, on était plutôt content. L'aménageur aussi, je pense, et l'architecte aussi. Donc, je vais un peu vous décrire le projet parce que c'est intéressant. Donc déjà, il faut bien s'imaginer que c'est du logement social, hein, donc c'est 23 logements sociaux donc, qui ont été dit, donc c'est quand même l'occasion dans le 8e arrondissement de venir amener une opération de logement neuf, logement social, en pierre massive. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui, moi, m'a semblé très vertueux et très intéressant à mener pendant toutes ces années, sachant qu'il y a aussi donc la partie basse du bâtiment. Ici c'est un commissariat, donc c'est un équipement de proximité, sur rez-de-chaussée et R+1, un équipement voilà au service des gens, 23 logements sociaux au-dessus, et puis une extension d'hôtel qui est à droite, qui correspond à une extension de l'hôtel qui est en bleu clair, qui est l'immeuble adjacent juste à côté. Et en 4, ici c'est le sous-sol. Donc c'était toute la question, c'était comment construire en pierre sur un sous-sol préexistant des années 70 qui représente, je sais plus, c'est à peu près 8 étages enterrés, si on parle d'étages normaux. Donc quelque chose de très très important et où les architectes de l'époque avaient anticipé qu'on allait construire. Donc ils avaient mis en attente des sortes de piliers, mais d'amorces de piliers au sol qui traversaient le complexe d'étanchéité et sur lesquels on devait venir s'appuyer. Donc c'est déjà en termes d'intégration et de comment poser le bâtiment, c'était quelque chose de très complexe parce qu'il fallait s'appuyer seulement sur certains points qui correspondent évidemment pas à la structure du bâtiment dans les hauteurs. Donc on a un étage structurel ici, c'est aussi un étage technique, c'est une sorte de grand vide sanitaire avec des poutres qui font 2 mètres de haut et qui viennent s'appuyer ponctuellement sur des souches, quoi, des amorces de poteaux prévues dans le central téléphonique. L'idée étant qu'en plus il y avait toute une série de conduits de ventilation à faire passer à travers ça pour ventiler l'équipement en dessous. Donc une fois posées ces conditions-là, nous c'est vrai qu'on a essayé de développer un projet qualitatif pour les logements. Donc c'est le plan d'étage courant assez simple où finalement on vient profiter des vides préexistants dans notre voisin, c'est-à-dire une grande cour centrale qu'on vient prolonger dans le projet pour finalement
créer de vrais logements traversants avec toutes les pièces qui sont, voilà, même les salles de bain et les cuisines qui sont éclairées naturellement, chose qu'on arrive à Paris rarement à trouver. Avec des logements des logements traversants et des logements d'angle dès qu'on peut, avec des espaces, des prolongements extérieurs qui sont en fait des jardins d'hiver. Hein. C'est des loggias mais qui sont donc on peut obturer par des fenêtres coulissantes. Pour des questions d'intimité et de filtre par rapport à la vie urbaine trépidante de ces quartiers-là. Donc ça c'est une des photos de la réalisation. Donc il y a deux façades très différentes, même si le matériau pierre est présent partout, avec une façade avec des fenêtres verticales sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, un petit peu dans la tradition des immeubles haussmanniens et aussi de l'hôtel de Beaujon qui est juste à côté. Et par contre, on voulait pas répéter ce motif sur la rue d'Entrée de Zac par son échelle très très répétitive et très très scandée, et essayer d'un peu atténuer cette densité avec des baies plus allongées, des grands ensembles menuisés horizontaux. Hein, ce bâtiment laisse moins percevoir la densité que ce type de percement avec des fenêtres verticales. Voilà, ça a posé beaucoup de problèmes après pour faire ça en pierre, évidemment, parce que c'était pas tout à fait réaliste. Dans l'idée, la pierre se porte, enfin, ça est plus approprié pour des portées plus réduites. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt, je trouve, d'un projet, c'est que c'est pas juste s'adapter à une contrainte technique, c'est aussi trouver des hybrides pour que les qualités d'habitabilité soient les avantagées également. Donc le mode constructif, partant de toutes ces contraintes, moi c'était la première fois que je construisais en pierre. La première fois aussi que je construisais sur un central téléphonique, donc j'étais pas très rassuré. Du coup, je me suis dit, il faut quand même garder une structure en béton assez standard pour les questions aussi d'acoustique et de feu. Donc, on est parti sur un système hybride. On n'est pas sur c'est pas la façade qui porte c'est pas la façade pierre qui porte les dalles. Voilà, ça a été un peu un choix un petit peu compliqué à faire, mais vu les contraintes, à la fois de portée de ces grandes ouvertures et à la fois des contraintes du sol. Oui, j'ai oublié de dire, on a mis 1 an de chantier juste à avoir la dalle basse du rez-de-chaussée. Hein, donc ça a été très compliqué. Donc l'idée étant d'avoir plutôt un poteau dalle béton, tout à fait raisonnable, on va dire, et qui est hyper stable par rapport au contexte, et ensuite une pierre massive, autoportante, mais d'étage à étage. Donc c'est une pierre rapportée qui est évidemment pas collée, parce que l'idée c'était de ne pas faire, surtout pas agrafer, surtout pas coller, mais d'avoir une vraie pierre massive qui remplace finalement le mur en béton d'une construction habituelle. Et donc de rapporter avec un principe très simple de se porter sur les dalles et d'avoir des pierres autoportantes d'étage à étage. Et ensuite on a des pierres qui sont suspendues mécaniquement pour franchir les longs linteaux qui correspondent à nos grandes ouvertures. Donc voilà une coupe de principe. Moi, tout l'intérêt résidait dans le fait de se passer finalement de béton en façade. On a le béton dans les dalles parce que de toute façon avec le feu, on le voit maintenant, c'est très compliqué de faire des dalles en biosourcé quand on veut respecter l'acoustique et les normes incendie. Donc on se contente de poteaux en béton, et puis ensuite tout ce qui est trumeaux et éléments de remplissage de façade, c'est en pierre massive, donc de 30 cm d'épaisseur. L'idée étant que si on fait moins de 23 cm, il y a des problèmes de porosité, il faut faire des lames d'air et tout, on change de catégorie de mur. Donc une pierre très épaisse, 30 cm, et puis un petit doublage intérieur. Là, je sais pas si on voit bien. C'est un peu gris sur gris là, mais on a un doublage à l'intérieur qui permet aussi accessoirement de faire passer l'électricité.
On coupe donc un système hybride où les dalles viennent finalement supporter la pierre qui elle-même fait l'élément de façade de remplissage. On a une pierre aussi un peu plus dure, donc oui, j'ai pas parlé de la nature des pierres, mais donc c'est la carrière de Saint-Maximin, donc c'est à 60 km d'ici, donc c'est très local, et on en a utilisé deux. Donc une Sébastopol vraiment traditionnelle pour les pierres courantes, et puis pour le socle, pour le rapport avec le trottoir et l'humidité et éviter les remontées capillaires. Une pierre plus dense, moins poreuse, qui est la pierre de ville, et qui est utilisée également en acrotère pour gérer la terminaison des façades. Donc voilà le principe mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on a ce poteau dalle avec des petites poutres retroussées et qui est ensuite habillé, si on veut, d'une pierre qui s'autoporte d'étage à étage. Avec voilà, une structure qui est derrière, ponctuelle, en béton. Voilà, j'étais assez content de ce chantier-là où finalement on a des poteaux, des dalles, et on n'a pas de béton en façade. Habituellement, quand on fait une façade en briques pleines, on fait un mur en béton, de l'isolant, puis on suspend des briques ou tout autre matériau, mais on a toujours besoin du béton derrière. Là, on a pu ne pas en mettre. J'étais assez intéressé par Studio Lada juste avant, qui parlait d'un mur en ossature bois avec la pierre devant. Moi, je trouve ça très, très audacieux. On étudiera ça dans l'avenir. Voilà, ça c'est des pierres c'est des documents de l'entreprise sur tous les différents types d'appareillage qu'on a pu rencontrer, et finalement ça a été très très simple je disais, on a mis 1 an pour faire la dalle basse du rez-de-chaussée, et après la pierre c'est venu en quelques semaines, avec un dessin qui a été très simple parce que c'est très tramé, très répétitif, avec des principes d'appareillage, de stéréotomie très simples. Ils faisaient même des pièces d'angle, des pièces les pièces un peu atypiques, elles étaient sculptées telles quelles, avec je sais pas combien de plis, mais c'est assez impressionnant à voir, et très facile à mettre en œuvre ensuite, apparemment. Voilà. Et donc quelques photos de la réalisation, donc avec ces grands jardins d'hiver en bois, dans une trame pierre très élancée. Voilà. Avec un joint aussi qu'on a voulu marquer de manière assez nette. On a même fait faire de la gravure dans la pierre pour les numéros de rue. Voilà. Et toujours un petit soin aussi à la protection. Quand on avait des feuillures, on a mis en place des petites couvertines pour justement protéger la pierre de tout risque de coulure, etc. Voilà. Bon, et là pour finir, quelques photos intérieures pour montrer donc évidemment de l'intérieur on voit pas la pierre à part dans les jardins d'hiver, mais c'est pour montrer toute l'attention portée par le maître d'ouvrage également, hein, qui prend le choix de mettre des éléments qualitatifs dans les logements, c'est-à-dire que c'est du parquet massif avec des plinthes en bois, donc c'est des petits détails, mais ça fait beaucoup pour la qualité des logements qui sont très lumineux, traversants, et avec des matériaux pérennes et très, très intéressants. Donc voilà, avec les jardins d'hiver intégralement vitrés, qui permettent d'avoir un espace en plus dans le logement. Voilà. Là, c'est quelques photos du commissariat, juste pour dire qu'on a utilisé beaucoup de bois dans le commissariat, donc c'est aussi une manière de mettre le bon produit au bon endroit et d'essayer d'avoir le biosourcé en seconde œuvre. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci
Merci messieurs pour la concision de votre propos. On avait effectivement aussi été voir en cours de chantier à la sortie de la crise sanitaire l'îlot fertile et on a bien vu ces difficultés qu'on avait, que vous avez soulignées sur finalement c'est pas un choix de la technique mixte, on subit un peu la technique mixte et que ça a été aussi abordé sur l'intervention auparavant. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions dans la salle sur cette opération ou peut-être sur celle que nous avons vue auparavant. Vous l'avez vécu comme une frustration quand même, le fait de recourir à la technique mixte, ou est-ce que en fait le fait de ne pas y recourir vous aurait obligé à redestiner l'architecture autrement? Non, moi je pense que tout ce qu'on fait est un peu hybride. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut mettre le bon matériau au bon endroit. Et quand on me dit que il y a j'ai envie de dormir la nuit aussi. Mais quand on fait des structures, voilà, des façades en béton avec des planchers en bois qui n'ont pas la même élasticité, que les planchers peuvent se tasser de 4 cm à l'échelle du bâtiment et qu'il faut désolidariser les façades, etc. Enfin, c'est d'une complexité. Moi, j'aime bien les choses un peu simples au niveau de la construction, et les maçons qui posaient les pierres, c'était vraiment comme du Lego, quoi. Et à la fin, le high tech, de pousser à fond les solutions non hybrides, absolument puristes, implique de faire quand même des artifices. Donc moi, je suis pas contre les systèmes hybrides. C'était surtout pour lancer le débat, il n'y avait Ouais. pas de jugement de ma part. Je ne sais pas si Monsieur Nguyen ou Oui. Monsieur Geller vouliez rajouter quelque chose, à moins qu'il y ait déjà des mains qui se lèvent. Oui, bonjour, pardon. Si vous Ricardo pouvez Giordano, architecte. Bravo pour cette belle réalisation. C'est le rendu est extrêmement élégant. J'avais une question qui en réalité, ça se rattache aussi au propos de la présentation intérieure, de l'intervention intérieure. C'était la question du coût. Du coup, parce que c'est une opération qui a aussi une complexité technique de par sa mise en œuvre sur une dalle et une structure qui existe, donc avec des contraintes du rapport au sol qui sont complexes, et une très belle qualité de réalisation, avec y compris pour les aménageurs. Du coup, est-ce que le coût au mètre carré de cette réalisation, dans quelle façon est-il comparable à d'autres opérations que vous pouvez mener dans des chantiers équivalents, dans des zones équivalentes, mais avec des techniques différentes, des techniques pas plus traditionnelles mais plus courantes, et du coup, s'il y a un écart un coût de cette opération par rapport aux autres, quels sont les moyens que vous utilisez couramment pour pouvoir les justifier dans votre et pouvoir continuer à réaliser ce type d'opération avec ce type de qualité? Moi, je pense que ça dépend surtout de la volonté de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que là, on n'est pas face à un promoteur qui vend ses logements, pour être un peu caricatural. On est face à un bailleur qui va entretenir son patrimoine pendant 50 ans, 100 ans. Je sais que Jérémy me disait, ce qui est bien avec votre façade, c'est que dans 20 ans, il faut réhabiliter, faut un peu donner un coup de neuf à la façade. On fait même pas un appel d'offres, on passe directement par une entreprise qui vient faire passer un coup de Karcher, et voilà. Donc effectivement, l'investissement à la base il est plus important que si on avait fait une façade dans un autre matériau, mais en termes de maintenance, de durée de vie, d'entretien du plein, du matériau, c'est un investissement qui vaut la peine. Voilà, c'est évident. Oui. Ouais, sur le sujet du coût, très honnêtement, j'ai pas les derniers les budgets en tête. On est sur des coûts de 2017, donc on n'était pas du tout déjà dans le même contexte. On avait de mon point de vue à l'époque un contexte plutôt favorable aux maîtrises d'ouvrage en appel d'offres entreprise générale. Aujourd'hui, on ne serait pas du tout sur le même coût. De mémoire, on doit être sur ce dossier-là sur un ratio de travaux entre 2006 et 2700 euros du mètre carré, ce qui à l'époque était peut-être un peu élevé par rapport à ce qu'on peut construire sur d'autres sites. Moi, très honnêtement, là, j'arrive pas à faire la part des choses entre le coût était plus important que sur d'autres sujets, sur d'autres dossiers. Est-ce que ça venait de la pierre, du mode constructif? Est-ce que ça venait de la contrainte du central téléphonique? Est-ce que ça venait de 3 programmes, de la complexité des programmes?
l'extension d'un hôtel 3 ou 4 étoiles, enfin, qui était quand même à plutôt standing, donc on ne pouvait pas non plus se contenter de faire un immeuble en béton avec un bardage Trespa, enfin, peu importe. Il y a quand même une demande de qualité à la base sur l'extension de l'hôtel, un programme extrêmement complexe au niveau du commissariat, des conditions d'intervention particulières, le centre de Paris, la rue Saint-Honoré, le central téléphonique, etc., etc. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, on a construit plus cher que d'autres opérations. On a assumé ce coût et on a réussi, nous, à maintenir un certain nombre de choses qui nous tenaient aussi à cœur. C'était la qualité des logements à l'intérieur, la qualité des prestations à l'intérieur des logements. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est... Non, peut-être juste dire effectivement que construire du logement social au cœur du 8e arrondissement, ça se fait pas tous les jours non plus, et que l'idée c'était d'arriver, notamment pour la ville, à intégrer un certain nombre d'opérations de logements sociaux dans ce type d'arrondissement, et qu'à travers des belles réalisations comme celle-ci, on stigmatise pas le logement social, au contraire, on valorise des opérations de logement social à travers celle-ci, et ça donne envie aux élus locaux et à la mairie d'arrondissement d'accueillir des nouveaux programmes aussi. Ouais. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions avant de passer la parole à nos amis du CTMNC. S'il y a des mains qui se lèvent, non, c'était une tête qui se gratte. Et si ça n'est pas le cas, on va poursuivre parce que cet après-midi, Aminta, qui comprend le français, je crois, qui interviendra avec Pierre Bidot grâce à son traducteur directement, interviendra vraiment à 14h pétantes. Ça veut dire qu'on va prendre le temps de déjeuner puisque c'est l'objectif aussi de pouvoir échanger ensemble. Donc s'il n'y a pas de questions brûlantes maintenant, je vais passer la parole et remercier nos invités de nouveau pour la présentation. On viendra peut-être voir le chantier à un moment donné parce que moi je n'avais pas eu le temps de le faire, mais si c'est possible de garder le contact sur ce sujet-là. Merci infiniment.